Alors, revenons un peu sur les terrains que j'ai faits, parce qu'il y en a divers, là. Euh, Tout à l'heure, j'ai parlé un peu antérieurement, j'ai parlé un peu du Mayombe, hein, de cette partie extrême du Congo, qui était mon premier terrain, comme mon deuxième terrain. J'avais fait le terrain de la Côte-Nord, qui n'a pas été déterminant pour moi, sauf mon rapport avec Yvan Breton, là, qui était un milieu, deux mots là-dessus peut-être, sur la Côte-Nord, sur la Basse-Côte-Nord. C'était des isolats, et pour moi, cet univers plus renfermé, plus de pêcheurs. Euh, c'était comme on dirait, je le réalise après coup, mais j'ai encore fait une expérience extraordinaire, puis j'avais la chance de faire une première expérience de terrain, mais c'était pas ma tasse de thé, pour dire les choses simplement. Alors que Yvan Breton, par exemple, a vécu beaucoup de cela pendant des années, en termes de recherche, en termes émotifs, etc. Alors, donc, le terrain côté de la Côte-Nord, la Basse-Côte-Nord, était limité et c'est resté un peu comme ça. Dans le cas des terrains en Afrique, bien là, d'une part, encore une fois, il faut se rappeler, là, j'étais en 67, donc j'ai 23 ans. Et c'est mes premières sorties, première fois que je vais en Afrique, et c'est mes premières sorties, dans le fond, de mon Québec, ville de Québec natale, à bien des égards, à part les intermèdes du côté des études en Europe. Mais ce terrain-là, mais même avant, c'était avant même l'Europe, ça, dans le fond, en 67 déjà, la première fois. Et quand je vais là-bas, bon, il y a des, comme n'importe où, dans n'importe quelle vie, il y a des événements, et puis les événements ancrent les choses. Moi, je commence, je suis jeune anthropologue, et on nous a appris, et Marc Adélard-Tremblay nous a appris qu'il faut noter, prendre des notes, faire son journal de terrain studieusement, se faire des fiches. Alors tout ça, on a intégré, et puis on part avec ça, et puis on fait ça. Mais bon, je suis là depuis la première fois au Congo. C'est le seul terrain que j'ai fait court. 6 mois, 5 mois à peu près, si mon souvenir est exact. Et bon, il se fait qu'il y a des événements qui se passent, et c'est à une époque où on est en pleine, quand même, l'Afrique est encore en situation d'effervescence, de décolonisation, quand même. Et de fait, je suis complètement à l'ouest du Congo, qui deviendra à ce moment-là, d'ailleurs, le Zaïre. Et à l'est, complètement venant du Rwanda, à l'est de l'Afrique, on pourrait voir ça sur une carte, à l'est de l'Afrique, par Bukavu, qui est quand même un lieu où il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées pendant des années, enfin, à vrai dire, même encore maintenant, qui est très proche, en toute proximité de l'est du Zaïre ou de la République démocratique du Congo. Il y a des mercenaires qui veulent attaquer parce qu'encore une fois, on est en situation où on veut décoloniser du côté africain, mais on ne veut pas nécessairement décoloniser du côté européen. Hein? Alors, c'est des jeux politiques, puis des jeux pas militaires, en tous les cas. Là, il y a des mercenaires donc, qui veulent attaquer pour renverser le régime qui est en train de se mettre en place du côté du Congo à ce moment-là. Je suis complètement à l'ouest. Mais malgré tout, le jour où ça démarre, même si on est en 67 et que c'est pas CNN qui projette les nouvelles, très vite, la filière a fait en sorte que les militaires ont su qu'il y avait des Blancs qui attaquaient puis qui voulaient renverser le pouvoir politique zaïrois ou congolais, et qu'il fallait que le pays devenait sur un pied de guerre et qu'il y avait couvre-feu à compter de 6 heures le soir. Plus un seul Mundélé, dans la région où j'étais, ne devait circuler. Or, moi, qui ignore ça, nous, on n'a pas les nouvelles, je suis là depuis 3 semaines, je suis avec un interprète, et ce type est chef des villages environnants, et nous sommes dans une voiture, dans une Volkswagen coccinelle, et nous nous rendons porter des médicaments à un dispensaire.
lui, le type qui est chef des villages, a dit, on va aller porter ça là-bas. On va porter ça, mais il est 6h10. Et le ciel commence à s'obscurcir un peu. Et là, il y a un barrage militaire. Ça peut arriver, il y en a tellement de barrages militaires. C'était fréquent, là, bon. Puis en général, bon, dans certains cas, il y a différentes tailles chez les Africains comme n'importe où ailleurs, mais il y en a plusieurs, du côté de l'Est africain en particulier, qui sont plutôt élancés et qui ont de longues tailles et de fortes tailles. Et barrage militaire avec 2 militaires, qui bloquent tout. Ils disent, le blanc, là, où il va, là? Il fait quoi? Il n'est pas supposé circuler. Oh! Comment ça? Mais il y a un couvre-feu, vous ne savez pas, ignorez. Allez, ils montent dans la voiture avec nous. Les fusils Kalachnikov sont trop gros pour... Alors, ça sort par les fenêtres de l'arrière. Et ces deux grands personnages nous amènent à un camp dans lequel j'ai dû séjourner et c'est mon interprète qui a réussi par ses liens à me sortir de là. J'ai été pendant 3 jours en résidence surveillée par des militaires. Alors, c'était un peu costaud. Et même quand je suis revenu vers le village où j'étais basé avec mon interprète, il y avait sa femme était là aussi. Et, bon, ben là, on ne pouvait plus circuler. Et lui était à tous les feux, cet homme-là aussi. Et je suis revenu au village et je me suis installé là. Et pendant 3 semaines, je ne pouvais pas circuler. Je devais rester à la case. Et sans doute que sa dame avait reçu demande de la part de son conjoint de s'occuper du jeune blanc là, pour pas qu'il nous meure dans les pattes. Alors, on me nourrissait. C'est là que j'ai appris ce que c'est que de manger pimenté, pili-pili, parce que je vous assure que les premières bouchées que j'ai prises, je me suis senti en situation d'effervescence intense. Mais depuis ce temps-là, il n'y a plus rien qui m'arrête. Donc, je mange. Elle me sert d'ailleurs le poulet à l'arachide le matin au petit déjeuner. On est loin du café croissant, là, hein? Et pendant 3 semaines, dans le fond, je n'ai rien à faire. Et moi, le temps passe, là, mais j'ai rien à faire, sauf faire une chose. Moi qui ne suis pas particulièrement porté sur les plantes et les insectes, malgré mon nom Genet, là, qui est un arbuste, ben là, je me suis mis à étudier les fourmis. Il y en a différentes fourmis. Hein? Vous savez, je pourrais en faire un cours maintenant sur les 3-4 sortes de fourmis que je surveillais et que j'essayais de comprendre les comportements, etc. Donc, je faisais ça pour passer le temps, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Alors, ça a été un moment important de ma vie personnelle, mais qui construisait aussi une expérience de jeune anthropologue, là, terrain. Et puis, bon, ça me permettait aussi de prendre des notes, mais je ne pouvais rien faire pendant ces 3 semaines-là. Ensuite, bon, ça a débloqué un peu, puis comme je vous dis, j'ai eu la chance là, de terminer sur un séjour de 5 mois, ce qui allait devenir un mémoire de maîtrise sur l'art et l'artisanat chez les Yombé, qui était la population du Mayombe, dans lequel j'étais posté grâce à l'intervention d'Albert Dutroux, qui était professeur ici à l'époque. Donc, premier terrain, et anecdote, court terrain, mais intense à toutes sortes d'égards, hein, comme souvent les terrains peuvent l'être. Si je regarde un peu plus loin, là, ma fréquentation au Nord Cameroun est beaucoup plus longue. Elle s'étale sur plusieurs années et, entrecoupée évidemment de séjours à l'extérieur, chez moi ici ou aux études en Europe également, et en mélangeant un peu tout ça, puis ensuite dans ma carrière d'enseignant et des séjours de terrain également durant les périodes de congé. Donc, ça s'étale sur, je dirais, de 60... je ne sais plus trop, 70, 72 par là, 70 même, jusqu'à 85 à peu près. J'ai vraiment été orienté vers l'Afrique et vers le Nord Cameroun, là, dans une région différente, alors que j'étais en forêt
équatoriale dans le cas du Congo. Dans le cas du Cameroun, j'étais en région sahélienne. Donc, on n'est plus du tout dans le même contexte climatique et de végétation non plus. Donc, je me suis installé là et puis j'ai fait construire une case. J'ai passé par tous les rites qui font qu'on s'installe dans une maison dans ce pays-là, à travers le sacrifice des poulets sur les pierres, etc., pour protéger. Et j'allais travailler là, et j'ai travaillé essentiellement là aussi, avec ce qui m'intéressait, j'avais fait l'art et l'artisanat du côté du Congo, et c'était les forgerons qui m'intéressaient, à cause de la transmission des connaissances, qui était un peu le schéma dans lequel Renaud Santerre travaillait, mais qui me permettait, moi, d'avoir un ancrage dans le faire, comme je disais précédemment, dans le faire. Donc, dans le faire, dans les deux sens du terme, dans le faire avec AI et dans le faire avec E, pour faire, pour le métal. Donc, j'avais cette envie-là, et c'est là-dessus que je me suis basé, et j'ai travaillé avec ces forgerons et c'est là que se développe chez moi un tout autre volet, c'est que je travaille avec les forgerons. J'y vais pour l'artisanat, le travail de la forge que je verrai, sur lequel je travaillerai, et je ferai une thèse là-dessus. Mais en même temps, autre élément, ces forgerons-là sont aussi des gens qui s'occupent d'ensevelir les morts. Alors là, autre fonction rituelle. Et pourquoi les forgerons? Bien, il y a toutes sortes d'explications qui ont été données à ça. Les forgerons sont des gens à la fois dont on a besoin parce qu'ils fabriquent les outils qui sont nécessaires à cultiver, mais en même temps qu'ils fabriquent les outils qui sont essentiels à la société. C'est des gens qui ont des compétences qu'on doit maintenir et préserver. En même temps, ces gens-là maîtrisent quelque chose ils finissent par faire des outils et du métal avec des sables qu'ils recueillent dans les rivières, dans les maillots, et qu'ils font chauffer et qu'ils travaillent pendant des heures et des heures et qui finissent par faire un métal qui va ensuite être des boules de métal qui vont ensuite être travaillées pour faire des... Mais vous vous rendez compte, c'est quelque chose, ça, ces gens-là sont utiles, sont nécessaires, mais en même temps, ils sont dangereux, là. Ils maîtrisent le métal, ils maîtrisent le feu. Il faut les garder entre eux, là. Il faut les cerner un peu. On en fait ce qu'on a appelé une caste, qui n'est pas vraiment une caste au sens indien de l'Inde du terme, mais une caste, c'est-à-dire on les garde entre eux. Puis en même temps, ça nous permet de faire en sorte que, c'est des gens qui travaillent avec les esprits, là, hein? Le fer, le feu. Mais quand on a des gens qui meurent, ils vont s'en occuper, là. On va leur demander de les enterrer, là. Parce qu'eux autres, ils vont pouvoir travailler avec des affaires. Nous autres, on n'a mieux pas touché à ça, là. Et on n'a d'autant mieux pas touché à cela que dans le rituel classique chez les Moufas de l'enterrement, avant l'enterrement, quand quelqu'un meurt, on le place dans une case, dans une petite case en terre, et on l'assoit sur un siège. On prend une branche d'arbre avec un V, on lui fiche la branche dans le cou pour le maintenir assis, et le mort siège pour la visite des gens qui viennent de plusieurs endroits, de plusieurs villages, des parents, des amis. On a su qu'il y avait quelqu'un qui était décédé. Ils viennent le visiter pour le dernier, en fait, les rituels qu'on trouve dans plein de sociétés de mort. On faisait ici à Québec, au Québec, on faisait, les gens mettaient le mort dans la maison à une certaine époque, et puis on avait le monde qui vivait autour. Hein? Bon. Alors, c'est un peu le même esprit. Donc, mais pendant les 2 ou 3 jours que ceci dure, rappelons-nous que nous sommes en région soudano-sahélienne, que au moins 8 à 10 mois par année, la température diurne tourne autour de 35 à 40 degrés. Qu'est-ce qu'un mort fait à cette température?
il a tendance à gonfler assez fortement. Tous les liquides corporels sont en effervescence. Hein? Alors, je vous assure que lorsque le forgeron, qui a comme travail d'aller, il a creusé quelque part là où on a demandé une fosse dans la terre, et ensuite, il vient chercher ce cadavre qui est gonflé très souvent, il le met sur son dos et il le transporte jusqu'à la tombe, jusqu'au trou. Alors, ces gens-là qui étaient dangereux, on leur a donné des tâches absolument ingrates et non humaines, mais en même temps qu'on fait ça, on leur donne aussi encore plus de pouvoir, parce que là, écoute, les gens, ils maîtrisent le feu, ils maîtrisent le métal, ils enterrent les morts, ils jouent avec ces gens-là. Là, c'est quand même... Ça commence à faire beaucoup, là. Hein? Alors, ces gens-là sont entre eux. Et on les considère comme impropres, sales, à tous égards. On dit c'est des salauds, nous autres, chez nous, au Québec, on dit des cochons. Et on les met, ils sont à part. Alors, moi, je travaille chez un Blanc qui est dans la montagne, là, qui travaille. Il y a des Blancs, ils en ont vu, puis il y en a eu avant, mais des Blancs qui vivent avec eux, là, dans la montagne, puis qui se promènent, puis qui marchent, puis qui sautent parce que c'est des cultures en terrasse, à flanc de montagne, qui font ça parce que j'étais quand même assez physiquement fit. Ben, il n'y en a pas beaucoup. Alors, puis il travaille avec les forgerons. Ça l'intéresse. Là. Évidemment, les Blancs, c'est des gens... on ne sait pas trop... Ils ont des lubies, là. Mais si c'en est un qui en a une. Il est jeune, on accepte ça, il est jeune, il y a des lubies. Alors, tout ce temps-là, donc, moi, je travaille avec ces gens-là, et puis, on blague un peu avec moi, on me donne un surnom, métier. Bon, tu veux dire un peu vif de tempérament, là, probablement qu'il m'avait saisi aussi. Et je travaille avec ces gens-là, puis bon, je vais à la forge, puis j'ai tout vu ça, puis j'ai suivi le processus, puis bon. Mais aussi les enterrements, puis tout ce qui vient avec. Et comme je suis autre, mais en même temps dedans et dehors, je suis dedans avec les forgerons. Alors, ben, je suis plus ou moins considéré en blaguant, pour faire des blagues, je suis plus ou moins considéré comme un peu comme les forgerons, un peu sale. Un jour, petite anecdote qui va donner un peu le climat dans lequel les choses se passent là. Évidemment, quand on mange, les gens mangent ensemble. Les hommes mangent ensemble, les femmes mangent ensemble. Les femmes mangent généralement dans les cuisines. Les hommes mangent ensemble sous un auvent, dans un plat commun. Et on mange quoi? On cultive le mil. Ce qu'on mange, c'est du mil écrasé et bouilli, et qui fait une pâte, hein, et qu'on mange avec des sauces de feuilles qu'on prend dans les arbres, avec un peu de gombo, là, de trucs gluants pour faire un liant, et on prend un peu de la pâte. D'abord, les premières fois qu'on fait ça, c'est que c'est chaud. On n'est pas habitué. Les gens me regardent et ils trouvent ça drôle. C'est chaud. Ensuite, ce qu'on apprend aussi, c'est quand on a réussi à se tailler un petit morceau là, de cette boule, il faut aller chercher la sauce, parce que c'est la sauce qui est tout. Ce qui est magnifié, c'est la sauce. Alors, on va chercher la sauce, mais la sauce, c'est gluant. Puis là, on mange avec sa main. Et là, si on ne veut pas s'en mettre tout le tour de la tête, il faut apprendre à manger aussi avec sa main. C'est pas une mince affaire les premières fois qu'on essaie de s'extirper de la sauce gluante avec une boule chaude dans la main pour aller manger. Et autre particularité, qui était la mienne, dont j'ai parlé déjà, moi, je suis spontanément gaucher pour un tas d'activités. Or, un gaucher, il n'y a pas de place pour les gauchers dans ce monde, sauf en Angleterre. En Angleterre, beaucoup de gauchers. Pas de place pour les gauchers, puis la main gauche, la main sale, parce qu'encore une fois, les psychologues nous expliqueraient que la latéralité fait en sorte que quand on utilise la main droite, on utilise la main gauche pour d'autres fonctions, et vice-versa. Hein?
Mais généralement, comme on est dans un monde très, très droitier, mais tout le monde pense que les fonctions hygiéniques, les gens se servent la main gauche. Bon, voilà. Pour dire les choses très directement. On est avec les forgerons. Donc, je suis avec les vieux, on est accroupis, on mange. Les gens devisent, jasent entre eux, je ne comprends pas tout. Et je plonge ma main gauche, la première fois, dans le plat commun pour manger. La résultante de cette expérience-là, c'est la suivante, c'est que les gens qui devisaient entre eux, qui jasaient, s'arrêtent. Il y a un moment de silence qui a duré peut-être 5 ou 10 secondes. Là, je ne sais pas trop ce qui se passe, là, parce que là, qu'est-ce que j'ai fait qui n'est pas correct? Et là, il y a un grand éclat de rire. Les vieux disent, mais toi, là, t'es un blanc, mais tu peux bien travailler avec les forgerons, t'es aussi cochon qu'eux autres. Parce que là, tu viens de nous spolier notre nourriture avec ta main sale, là. Mais qu'est-ce que... Mais tu viens d'où, là? Ah, c'était vraiment... Là, j'étais entre deux mondes, à tout le moins, entre plusieurs mondes. Hein? J'étais dans différentes eaux. Et probablement que je devais être en sueur aussi. Mais voilà, donc, vous voyez un peu les expériences terrain, expériences aussi avec les forgerons, cet univers très particulier, mais qui a été pour moi, qui a été déterminant, parce que c'est... Et qui mériterait encore d'être... j'ai un collègue archéologue qui a travaillé beaucoup à Maiduguri, région actuellement sous tension, qui est archéologue à Calgary et qui a fait des travaux très importants sur le fer, le métal, et, dans cette région-là aussi. Et, donc, il y aura encore beaucoup de choses à faire et à dire sur le travail de forge, qui est évidemment perdu parce que plus ça va, plus c'est les produits étrangers qui ont fait la différence, même si les Mofa vivent dans les montagnes. Puis bon, je ne sais pas maintenant, après tant d'années d'absence, comment ça s'est passé, mais le statut de forgeron doit rester, le métier peut-être moins. Donc, ces forgerons qui, comme je dis, là, qui étaient ceux qui portaient les cadavres, avaient aussi des plantes pour traiter la maladie, plantes médicinales. Alors là aussi, ça m'a aiguillé sur toute une voie qui est une des voies que j'ai suivies et jusqu'à maintenant dans ma carrière, et ce sont les forgerons Mofa qui m'ont orienté. Probablement que j'avais peut-être aussi, dans une autre vie, diraient ceux qui croient à ces choses, dans une autre vie, j'avais peut-être été médecin ou apothicaire, mais ceci m'avait intéressé beaucoup et ça a déterminé aussi toute une partie plus tard de ma carrière autour de tout ce qui concernait la santé. Les plantes médicinales d'abord. Je dois vous dire que les plantes médicinales, j'ai même fait de la collecte de plantes à un moment donné, plus tard dans mes activités, dans des projets internationaux avec des botanistes africains dans plusieurs pays d'Afrique où on recueillait des plantes chez des guérisseurs, plantes qui étaient supposément que les gens pensaient être anodines ou sans intérêt et qui se sont révélées à travers analyses chimiques et autres comme des produits qui avaient des effets chimiques réels. Donc, je me suis promené avec ces gens-là à différents moments, 2-3 fois, je pense, au cours de certains séjours et de coopération internationale. Et les médicaments, les plantes médicinales m'intéressaient plus ou moins, mais j'en ai recueilli et j'en ai même fait un herbier que j'ai amené à l'Université Laval, ce qui était l'herbier Louis-Marie. J'avais apporté une collection, j'avais appris à faire un peu des herbiers pour apporter des plantes dites plantes médicinales. Donc, c'était un des éléments qui m'ont conduit vers ce qui est un autre pan de ma carrière, qui est la recherche sur les systèmes de santé.